Bonjour à tous. Alors, je vois que nous avons atteint la masse critique. Nous avons tellement de matériel à vous communiquer. Nous allons commencer. Bienvenue à tous et toutes à notre appel sur la conversation qui s'appelle Les chemins vers l'emploi. Je suis Laura McDowell. Je suis directrice associée donc de la mobilisation des aidés du travail au Centre des compétences futures. Diapo suivante. Le webinaire d'aujourd'hui va durer 60 heures, c'est-à-dire 1 heure. Nous allons commencer avec une discussion d'ensemble, une présentation du Centre des compétences futures sur les chemins vers l'emploi qui sera suivie par une discussion très brève et une discussion avec un de nos partenaires de projet qui sont sur le chemin, qui travaillent sur les questions. On aura une question-réponse avec nos participants. À la fin, il y aura des mots de clôture, mais nous allons vous permettre de partir à l'heure. Diapo suivante. Je vais commencer avec notre reconnaissance de terre. Le Centre des compétences futures reconnaît que Toronto est situé sur des territoires autochtones traditionnels et actuels qui comprennent les Anishinaabe, les Haudenosaunee et les Mississauga du Nouveau-Crédit et les Huron-Wendat dans Toronto. Je vous parle aujourd'hui de Ottawa, qui est le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquine, qui donc sont là depuis toujours. Et comme organisation pan-canadienne, le Centre s'attend et confirme donc les droits de traité de tous les peuples autochtones sur l'île de la Tortue. Je vous invite à réfléchir à vos propres emplacements actuels et à qui appartiennent ces terres. Diapo suivante. Alors, quelques remarques techniques avant d'aborder nos conversations. C'est une session qui sera enregistrée. Une copie de l'enregistrement sera mise à votre disposition à tous les participants inscrits dans les jours à venir. Et sur votre barre d'outils de votre écran Zoom, vous verrez des options pour interagir avec nous. S'il vous plaît, utilisez chat de questions-réponses pour poser des questions pour qu'on puisse faire le suivi des questions. Certaines des questions seront répondues par des personnes derrière les coulisses, mais également les panélistes pourront à l'occasion y répondre. On vous invite à utiliser le chat, mais nous vous invitons plutôt à poser des questions à nos panélistes et notre directeur dans la question-réponse. C'est un webinaire bilingue. S'il vous plaît, sélectionnez votre langue d'écoute en cliquant sur le bouton d'interprétation dans la barre d'outils. Il sera désactivé par défaut. Sélectionnez l'option anglais ou français. Diapo suivante. Un rappel, cette conversation sera suivie par un de nos groupes d'apprentissage par les pairs sur le parcours vers l'emploi le 24 avril à 11 heures. Nous vous encourageons également à entamer des conversations plus détaillées sur la façon dont ces questions s'intègrent dans vos pratiques quotidiennes. Nous vous encourageons à participer également à cette séance. Alors, on va vous donner le lien d'inscription dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire. Maintenant, sans plus tarder, je suis heureuse de vous présenter et passer la parole à Dr. Trisha Williams, qui est la directrice de la recherche et l'évaluation au Centre des compétences futures. Trisha, à vous. Merci beaucoup, Laura. Alors, vous avez respecté l'horaire. Je vais également faire ceci. Je suis ravie de vous voir tous à l'appel aujourd'hui. Et j'ai bien la responsabilité lourde de vous parler de ce que nous avons appris au Centre des compétences futures avant de passer la parole à nos partenaires de projet. Je vais passer quelques minutes pour vous dire qui nous sommes au Centre des compétences futures. Merci pour ces nouvelles diapos. C'est tout à fait à l'heure. Si vous le savez déjà, vous vous dites, écoutez, on connaît déjà le Centre des compétences futures. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être patient. On va vous donner une petite mise à jour. Et nous avons ouvert les portes en 2019. Mon Dieu, ça fait presque 6 ans maintenant. Et nous avons également un mandat très passionnant. Donc, nous sommes financés par le gouvernement fédéral. Néanmoins, nous travaillons de près avec le gouvernement provinciaux euh, et territoriaux dans le pays. Non, nous voulons préparer le Canada pour l'avenir du travail. Nous aimons dire que nous sommes enracinés dans le présent pour que nous puissions prendre des décisions intelligentes pour l'avenir. Nous travaillons étroitement avec la Conference Board du Canada, avec Blueprint et également la Toronto Metropolitan University. Nous travaillons également avec deux unités à l'Université TMU, y compris l'Institut de diversité, entre autres.
et nous reconnaissons le soutien généreux qui nous a été donné pour le programme des compétences futures du gouvernement du Canada. La diapo suivante, qu'est-ce que nous faisons? Nous finançons toutes sortes de projets. Nous travaillons étroitement avec les projets de partenaires d'un océan à l'autre au Canada. Nous avons un mandat national pour mettre à l'essai de nouvelles idées, d'essayer de nouvelles choses. Nous ne sommes pas là pour répéter les mêmes choses. Nous sommes vraiment à l'avant-garde. Qu'est-ce que cela signifie? Pour la mise à l'échelle des solutions, et également pour présenter de meilleures solutions pour les travailleuses, travailleurs et les marchés du travail. Évidemment, comme on verra, il n'y a pas de pénurie de difficultés et d'opportunités. Donc, nous voulons donc pérenniser le marché canadien du travail. Diapo suivante. Je n'ai que quelques assets. Nous avons fait beaucoup depuis 6 ans. Nous avons lancé presque 400 projets. Je crois que ce sont des données ici. C'est presque 80, presque donc 400 projets, plus de 616 rapports ont été publiés. Nous sommes surtout fiers d'avoir travaillé avec tant de partenaires à travers le pays. Bon nombre des projets impliquent de multiples partenaires qui essaient de trouver des moyens innovateurs pour collaborer, de trouver une collaboration qui est un gain pour tous. C'est impliqué presque 3000 partenaires de projets. Diapo suivante. Et comment nous avons testé beaucoup d'approches vers l'emploi, nous avons soutenu des projets pilotes. Au cours de ces tests, plus de 100 000 personnes ont reçu de la formation et du soutien direct, donc des services de soutien. Plus d'un million de personnes ont eu accès à différentes informations et de ressources ou ont pu avoir accès à des outils qui leur permet d'obtenir un encadrement sur les compétences. Nous sommes fiers d'avoir adopté une approche si bien ciblée également sur les communautés sous-servies et marginalisées. Diapo suivante. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Nous savons que les perturbations économiques ont un impact sur le marché du travail. Justement, j'ai lisé les manchettes ce matin. Et jamais il y a eu un moment plus propice que celui-ci. Tout le monde, évidemment, pense aux tarifs douaniers qui sont en train de changer. Là-bas, le commerce international, mais c'est pas juste ça. C'est également le fait que nous avons une main-d'œuvre vieillissante. Nous avons vraiment dû réfléchir à notre politique d'immigration depuis les 12 à 18 derniers mois. Je ne sais pas si nous avons tout à fait saisi ce que cela veut dire pour les compétences et les dimensions de main-d'œuvre dont nous aurons besoin, c'est-à-dire comment nous allons brécher quelques lacunes au niveau de la main-d'œuvre au Canada. On entend beaucoup parler de l'IA. Évidemment, il ne suffit pas d'acquérir des compétences pour utiliser l'IA, mais qui est en train de l'adopter? Quels sont les soutiens disponibles? Ou qu'est-ce que cela va signifier, surtout dans un pays comme le nôtre, où beaucoup de nos employeurs sont des petites et moyennes entreprises? Nous savons qu'elles ont un taux d'adoption plus lent par rapport aux grandes entreprises qui ont plus de ressources. Mais nous savons également que le Canada donc essaie d'atteindre une économie carbone neutre et cela impliquera des changements au niveau de l'énergie utilisée, mais également qui finalement va construire tout ceci, qui va élargir les réseaux électriques, qui va construire ces nouvelles infrastructures et quelle est notre approche vis-à-vis des compétences dont nous aurons besoin pour répondre aux objectifs climatiques. Voilà, donc des perturbations économiques importantes. Donc certains sont plus récentes, on en parle beaucoup, mais certains de ces facteurs sont en jeu depuis un bon moment. Et ce que nous devons faire, c'est justement de nous frayer un chemin, également établir des parcours pour atteindre nos objectifs. Diapo suivante. Une des façons que nous avons déployées au Centre des compétences futures, c'est en identifiant 5 approches importantes pour la prospérité inclusive du Canada par le biais de ces changements. Et ceci a précédé le moment de tarif douanier actuel. Nous estimons que ce cadre se maintient. Aujourd'hui, nous allons surtout parler des parcours vers l'emploi et c'est notre portefeuille le plus important, il y a le plus d'éléments. Mais juste pour dire que, écoutez, on ne parlera pas de technologie, automation, adaptabilité des PME, économie inclusive et les emplois durables qui font partie de la conversation, mais nous allons surtout cibler les parcours vers l'emploi. Passons à la diapo suivante. Lorsqu'il s'agit des parcours vers l'emploi, nous savons, comme je l'ai déjà indiqué, qu'il y a de plus en plus de volatilité du marché du travail, de plus grands déplacements également. Je regarde un peu mes notes
Récemment, on a eu des prévisions. Donc, la Conference Board du Canada, avec laquelle nous travaillons, dit qu'on pourrait prévoir environ 160 000 personnes qui perdront leurs emplois dans le trimestre à venir. Il y a une forte possibilité que le taux de chômage pourra dépasser les 7 et il y a la possibilité qu'il y a possiblement un environnement récessionnaire qui s'installe au Canada. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va arriver à tous ces travailleurs et les travailleuses? Et beaucoup de décideurs de politique également réfléchissent étroitement à la question et essayent de voir comment atténuer les impacts de cette turbulence économique. Mais nous savons également que les travailleuses et travailleurs auront besoin de soutien pour naviguer à travers ces parcours changeants de carrière. Et possiblement, comment font-ils pour transitionner vers de nouveaux emplois, vers de nouveaux secteurs? Et nous nous disons que certains des impacts, par exemple sur le secteur automobile, seront temporaires parce que nous sommes en train de refaçonner certaines de nos relations économiques. Et nous savons qu'il pourrait être possible de faire déplacer des personnes vers de nouveaux secteurs où il y a une demande et des opportunités. Sur la diapo suivante maintenant. Nous avons fait la recherche avec la Conference Board du Canada qui estimait que le coût de ne pas avoir les compétences a un véritable coût. Et depuis les 20 dernières années, cela aurait coûté 49 milliards de dollars. On ne peut pas compter sur l'arrivée organique de ces changements. Il faut investir de façon active dans le développement des emplois pour avoir les bons travailleurs au bon moment, à la bonne place et avec les bonnes compétences. C'est beaucoup de facteurs, mais ça ne se fait pas de façon magique. Nous savons également que les Canadiens, donc, traînent derrière les Américains au niveau des dépenses sur la formation. Et pour chaque dollar que c'est dépensé sur la question par les Américains, nous dépensons seulement 89 sous. Mais l'écart s'est rétréci. Ce n'est pas parce que nous dépensons moins, mais c'est parce que les Américains dépensent moins. Nous dépensons plus, mais ils dépensent moins. Mais également, au niveau des travailleurs, c'est plus en santé et sécurité. Il s'agit d'une formation de base plutôt que de fournir vraiment de la formation sur les compétences spécialisées. À la diapo suivante, on voit quelques données sur cet investissement de la part des employeurs et travailleurs, et ça provient des sondages réguliers que nous menons depuis quelques années, c'est-à-dire également, ceci est un sondage représentatif de partout au pays sur les emplois et les compétences, même chez les personnes qui disent qu'elles subissent une formation, à peu près 43 disent qu'elles payent. Donc, les gens investissent dans la formation, mais il faudrait le mettre à l'échelle et à travers toute l'économie. À la diapo suivante. Merci. Nous savons également que relativement à l'orientation de carrière, mais comment est-ce que quelqu'un sait comment suivre une formation? Qu'est-ce qui serait un bon investissement pour poursuivre ma formation? Et il y a des taux d'adhésion très faibles pour ce qui est des services de perfectionnement de carrière chez les adultes canadiens. Et ce n'est pas même moins lorsqu'on compare le Canada à d'autres pays de l'OCDE. Nous constatons que beaucoup de personnes, seulement un tiers des Canadiens ont participé à la formation en dehors du système de scolarisation formelle. Alors, c'est un motif récurrent, c'est-à-dire que nous avons un certain retard ici. Diapo suivante. Alors, voilà ce que nous avons fait. Donc, qu'a fait le Centre des compétences dures, c'est notre portefeuille le plus important parmi les 5 domaines clés. Presque 140 millions de dollars investis, plus de 100 projets, beaucoup de rapports de publication également, plus de 1000 partenaires. Donc, il y a eu beaucoup d'activités. Nous essayons d'en synthétiser quelques points clés. Je prendrai 5 minutes justement pour revoir vraiment les points importants avant de passer la parole à notre panel. Je crois que nos panélistes pourront éclaircir davantage. Sur la diapo suivante. Oui, nous avons également effectué beaucoup de recherches. Nous avons fait une recherche pour mieux comprendre ce sondage, donc ce portrait canadien. Nous souvent mandatons de la recherche pour savoir en quoi consiste le portrait du Canada et sans lui, on pourrait inclure également un lien LinkedIn qui vous amènera au sondage, c'est-à-dire prendre le pouls de la situation ici au Canada. Alors, ce que nous examinons, qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons des parcours vers l'emploi? Et ici, ce sont les sujets clés qui sont souvent mentionnés dans les webinaires d'information, également dans les systèmes des compétences. C'est merveilleux parce que il y a beaucoup de recherches qui se font où on essaie d'étudier les mécanismes, par exemple, des microcertifications, également des mécanismes de l'information du marché du travail.
Nous en faisons partie. Aujourd'hui, nous voulons situer le fait que tous ces facteurs contribuent aux personnes de cheminer sur le parcours à partir de l'école au travail, du travail à l'école, et de permettre aux gens de transférer entre les différents secteurs et des différents mécanismes qui sont nécessaires pour pouvoir faire cette transition dans l'économie actuelle. Et nous voulons faire le bilan de ce que cela signifie et quel est notre taux de réussite. On voit certains sujets ici, mais à la diapo suivante, j'aimerais vous donner un aperçu. Ah, je pensais qu'on avait d'autres diapos. Non, non, non. On retourne à la précédente. Quelques mots sur les micro-certifications. Nous avons encadré beaucoup de développement de programmes, des micro-certifications. Nous avons testé là où elles sont utiles ou non et quels sont certains des motifs qu'on peut identifiés chez les employeurs et les apprenants. Également, l'apprentissage intégré au travail. Certains de nos partenaires, justement, vont parler davantage. Il s'agit d'intégrer les expériences de travail dans l'environnement d'apprentissage, surtout à l'échelle postsecondaire. Alors, peut-être, on passera à la diapo suivante. Et c'est un petit peu un précurseur qui indique pourquoi c'est important. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment favoriser l'alignement entre le gouvernement, l'industrie, les travailleurs. Et lorsqu'on veut investir dans l'industrie, comment s'assurer que le secteur privé et le gouvernement peuvent compter sur la main-d'œuvre dont ils ont besoin, tenant compte de tous ces facteurs. Mais surtout, et comment les travailleurs, comment est-ce que les travailleuses et travailleurs peuvent être appuyés, que lorsqu'elles perdent leur emploi, possiblement, ou lorsque ils ne peuvent plus gagner leur vie parce qu'il y a des facteurs qu'ils ne contrôlent pas, mais il existe des parcours qui leur permettent de saisir de nouvelles opportunités. Alors, on parle d'une planification de transition de la main-d'œuvre proactive. Nous ne pensons pas que ça se fait très bien lorsqu'on laisse ça au hasard. C'est grâce à la possibilité de dire de façon proactive, voilà les changements anticipés, voilà comment nous pouvons appuyer les personnes pour traverser ces transitions. C'est une possibilité pour nous ensuite de façonner l'avenir que nous recherchons et nous assurer que les transitions se fassent mieux pour les personnes. Et nous croyons que ça nécessite un investissement stratégique dans les compétences, la productivité, l'innovation. Ce n'est c'est pas que c'est plus la mode. D'ailleurs, c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui vu la conjoncture. Et cela veut dire que nous devons maintenir l'élan relativement aux solutions qui s'opèrent au niveau du système. Alors, on va regarder certaines des solutions que nous mettons en place avec les partenaires. Je sais que c'est regarder un peu vers l'avenir, mais ces choses-là prennent du temps. On ne peut pas livrer vraiment les chiffres concluants qu'on recherche. Mais si on va changer la façon dont les gens passent au marché du travail, passent à différents emplois et connaissent un certain niveau de succès qui les satisfait dans le marché du travail, nous devons voir comment ces différentes composantes s'imbriquent. Je suis ravie maintenant que j'ai respecté l'heure. Nous n'enlevons pas du temps de nos panélistes formidables. C'est vraiment le point saillant de la journée d'aujourd'hui. Également une acétate qui vous explique comment nous contacter. Si vous voulez, je crois que j'avais mis ces informations. Nous avons toute une série sur les compétences, donc le bilan sur les compétences que nous avons publié, également des informations disponibles sur le marché du travail. Mais pour l'instant, je crois qu'on va avoir des conversations formidables avec nos trois panélistes que je suis heureuse d'accueillir. Diapo suivante. Je suis heureuse et je ne vais pas lire toute la bio, mais nous accueillons Jamie Grant du Collège universitaire du Nord, partenaire de longue date du Centre des compétences futures. Nous accueillons également Tang Choi, gestionnaire principal, stratégie évaluation, Calgary Economic Development, qui travaille sur un projet pilote du travail intégré qui s'appelle Talent Project Pilot, et Jean-Pierre Giroux. C'est tout votre nom, c'est JP. Comment vous appelez, le président consortium pour l'excellence à la fabrication. Il est super occupé ces jours-ci. Il travaille justement sur tous les virages qu'on voit, surtout dans le secteur de la fabrication. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir tous ici. Et j'aimerais maintenant vous donner la parole. En commençant, donc en vous demandant de vous présenter un petit peu et de prendre quelques instants pour nous parler de votre travail sur les micro-certifications, sur les informations sur le marché du travail et comme apprentissage intégré au travail. Et comment vous vivez le moment actuel. Peut-être j'aimerais demander à Jamie pour commencer. Ensuite, nous passerons la parole à JP et Tang. Merci beaucoup, Trisha. Bienvenue à tous et toutes.
Juste un petit peu vous parler du contexte que nous effectuons dans le Collège universitaire du Nord. Donc, je gère un département au collège universitaire, c'est l'éducation continue. Euh, Nous travaillons de concert avec beaucoup de parties prenantes, avec l'industrie, les communautés, et nous personnalisons vraiment des projets intéressants. Dont un avec lequel nous étions en partenariat avec le CF, c'était les femmes dans les TI, le projet Interm, on l'appelait. C'est un projet qui était conçu pour faire aux femmes, permettre aux femmes de commencer à travailler dans le domaine des TI. Jamais elles n'auraient eu la possibilité ou même la confiance d'envisager la possibilité de voir les TI comme un cheminement de carrière. Le projet donc a été conçu grâce à beaucoup de soutien. Lorsque je vous parle d'appui, ça veut dire qu'il y a eu du mentorat, du soutien auprès des élèves. Nous avons travaillé avec les étudiants tout le long du parcours, jusqu'à la formation, avant la formation, avant le début. Donc la vie se fait partout autour des étudiants, avec les enfants, la garderie, les maladies, etc. Et nous leur avons permis de continuer à rester focalisés parce que finalement, nous allions pouvoir les relier directement aux emplois dans les TI et les employeurs directement travailler avec nous sur les stages lorsqu'il y avait des possibilités. Alors, ce qui était vraiment unique dans le cas du projet, c'était la capacité. Une fois que les personnes avaient complété la formation, nous sommes allés un pas plus loin pour former les formateurs. On allait former nos étudiants pour être des formateurs pour des cohortes futures. Alors voilà ce que je voulais vous dire. C'était quelques mots d'introduction, mais ça a été extrêmement amusant. Nous avons appris beaucoup de choses et justement on pourra y revenir en plus grand détail plus tard. Merci. Merci Jamie. JP, à vous, qu'est-ce qui se passe chez EMC en ce moment? Eh bien, c'est très occupé, vraiment occupé. Tout d'abord, C'est bonjour tout le monde. C'est vraiment plaisant de voir la présence de toutes les régions à travers le Canada. Je vais faire ma présentation en anglais. Toutefois, si vous avez des questions en français, je vais être disponible pour les répondre. Um, Tricia, Tricia, vous avez parlé de certains des chiffres du Centre des compétences futures. Ce que vous avez réalisé, c'est toute une réalisation. Vraiment, félicitations pour ça. Et également, félicitations d'avoir investi dans l'innovation. C'est ce qui est clé. On essaye d'en apprendre de ce qui a fonctionné et d'essayer d'appliquer ça à tous les secteurs. Alors, nous faisons face à la turbulence majeure dans le secteur de la fabrication. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire à quel degré est important de vivre dans le présent. Vous l'avez abordé, surtout lorsqu'il s'agit des solutions. Et c'est vrai pour tout le monde. Que vous soyez donc que toutes les parties prenantes dans le domaine de développement des compétences, des fournisseurs, les éducateurs, les responsables de gouvernement, il est important de trouver les bons encadrements pour les secteurs et de répondre aux besoins, qu'il s'agisse du côté entreprise ou des travailleurs et travailleurs. Chez MMC, eh bien, nous sommes donc dirigés par l'industrie. Notre point de mire dans le cadre de cette initiative dont nous allons vous parler aujourd'hui portait surtout sur les micro-certifications. L'idée était de construire des micro-certifications par secteur qui s'appliquent tous ou toutes plutôt au secteur de la fabrication. L'idée est de développer une méthodologie de concert avec nos partenaires pour que nous puissions planifier, faire la conception, mettre en œuvre et mesurer la réussite des micro-certifications. Nous avons travaillé en équipe avec l'industrie de la biotechnologie, TI, l'agriculture, l'industrie aérospatiale également. Et nous voulions examiner des éléments communs de ce qui pourrait constituer une micro-certification réussie. Tout d'abord, ça doit être axé sur les compétences. C'est-à-dire les compétences, ça pourrait être la résolution de problèmes, travailler en équipe, mais également il pourrait s'agir d'un point de mire sur la production, c'est-à-dire comment pouvoir régler des problèmes avec des machines. Ça doit être aligné sur les besoins actuels de l'industrie. Il faut qu'il y ait possibilité de répondre au contexte
marché du travail, le lieu du travail. Il y a également évaluation validée par l'industrie. Validée par l'industrie, c'est vraiment la partie qui manque souvent, le chaînon manquant. Je dis toujours que les microcertifications ne seront positives et bien que si l'industrie les valide. L'industrie va investir. Vous avez mentionné des chiffres d'investissement. Donc, les PME vont investir si elles constatent qu'il y a une formation pertinente qui se fait. Et c'est ce qui est clé. Si nous pouvons nous rassembler et donc également trouver des solutions de développement, des compétences pertinentes, et également, il y a environ 400 entreprises qui faisaient partie de nos consultations, les groupes d'études que nous avons menés, et on a souligné l'importance d'être rapide avec le développement des compétences. Il faut que ça soit très ciblé, très rapide. Un exemple de la formation des compétences nous provient de la formation des superviseurs jusqu'aux travailleurs étrangers, l'immigration, et pour que ça soit également une formation qui se fait en matière de production. Nous avons eu environ 900 participants qui faisaient partie de la formation. Donc, il y a quelques points saillants. Encore une fois, je vous avais mentionné comment il est important de s'aligner sur les besoins du secteur et, et il faut que ça soit facile pour une petite et moyenne entreprise de les adopter. Et évidemment, donc, il faut avoir un point de mire rapidement axé sur les compétences. Alors, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Oui, Ateng. Donc, bonjour. Bon après-midi. Donc, dépendant d'où vous joignez à nous, je vois beaucoup de personnes connues dans le chat et également dans l'interaction déjà. Mais j'étais donc la gestionnaire en chef pour la stratégie de l'évaluation. Je dirigeais une équipe pour l'apprentissage, donc un projet pilote d'apprentissage à Calgary. Et avec ce projet, c'était le plus grand projet de collaboration pour les activités d'apprentissage intégré au travail. Il y avait plusieurs institutions postsecondaires impliquées, également la Chambre du commerce de Calgary et également la Chambre du Calgary à but non lucratif impliquée. Évidemment, c'est le développement économique du Calgary ont participé au projet. Grâce à ce projet pilote, on a beaucoup mis l'accent sur donc, faire impliquer ces différents partenaires dans l'apprentissage, dans le processus d'apprentissage, de pouvoir travailler ensemble en collaboration dans le but de générer davantage de possibilités pour que les étudiants obtiennent ces compétences et comment pour les PME qui étaient notre public cible puissent bénéficier justement d'un bassin de talents compétents. Ce bassin a été enfin, le projet a été conceptualisé par nos institutions postsecondaires au Canada, qui étaient les parties qui avaient élaboré l'idée, également CPE, Calgary Développement économique était la partie la plus importante qui a décidé de collaborer avec les initiatives et finalement était hôte du projet. L'idée était d'aborder la stratégie de l'Alberta, de 80, que ça s'appelle AB de 2030, comme on l'appelle plutôt. On a beaucoup mis l'accent sur l'élargissement des possibilités pour les étudiants et des institutions postsecondaires pour peaufiner leurs compétences et pour trouver des emplois. Nous estimons que cette initiative a montré qu'il y a eu un impact. Et le projet a été lancé officiellement en avril 2023 et la phase de pilote vient de se conclure récemment le 31 mars. Et actuellement, nous sommes en train d'explorer des possibilités de financement pour une possible phase 2 du projet. Merci beaucoup, Tang. Et merci à vous trois d'être des nôtres aujourd'hui. Je crois qu'en fait, nous vous avons invité aujourd'hui parce que vous représentez toute une gamme de différentes expériences, des communautés. Vous avez tous travaillé sur des questions qui portent sur l'IMT, également l'AIT, apprentissage intégré au travail, etc. Alors, j'aimerais que vous nous parliez davantage au cours de la période de questions-réponses, mais je prendrai un petit peu de recul. Je dirais ceci. Vous savez, j'avais organisé cette présentation avec une introduction. Je voulais dire que oui, on essaye de relier les personnes aux emplois. Et selon vous, quel est l'objectif de tout ça? Toutes ces activités, c'est-à-dire vous essayez de trouver des emplois pour les gens, c'est-à-dire pour leur permettre de cheminer vers les emplois. Mais qu'est-ce qui est dur? Quel sera le défi le plus important? Je m'excuse, ce n'est pas une question.
qui fait partie de notre liste. Néanmoins, je sais que j'allais devoir sortir un peu de notre scénario. Mais pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que nous savons fort bien que ce n'est pas facile. Nous savons qu'il y a des difficultés à l'avenir. Donc, TAG, on va passer à un ordre inverse. Vous l'avez dit, il y a plusieurs établissements postsecondaires qui ont participé à votre projet. Vous avez organisé des projets pilotes très intéressants. À part du financement, personne n'a le droit de dire que le financement est la partie difficile, bien que ce soit tout à fait le cas. Mais quel est le véritable défi auquel vous avez face en travaillant dans cet espace, en essayant de miser sur une résolution de ce problème grâce à ces différentes approches? Que diriez-vous? Excellente question, Tricia. Et je crois que finalement, que cela prend du temps pour un projet pilote d'atteindre un certain élan. Oui, évidemment, je mentionnais le mot F, le financement. Mais des échéanciers serrés, normalement, c'est 2, 3 ans. C'est vraiment tout ce qui vous reste comme période. Mais avec un projet pilote, surtout comme celui, le Calgary Will, euh, nous avons lui avons donné un autre nom, le WIC. Nous avons réuni 7 institutions postsecondaires qui ont chacune des différentes approches relativement à l'IMT et également il y a les PME et d'autres joueurs. Il y a différentes parties prenantes qui sont impliquées. Ça prend du temps avant de tout démarrer. Cela nous a pris un an du point de vue de la planification de projet pour établir le secrétariat. C'est notre équipe au C-Pilot et pour mettre tout en place. Et ça nous a pris une autre année pour commencer à nous sentir à l'aise avec les processus que nous avons élaborés pour faire ce travail de contact auprès des PME, pour identifier des opportunités, pour pouvoir les afficher à notre portail développé. Alors, lorsque vous regardez cette échéance, c'est déjà 2 ans qui passent, plus ou moins, et même lorsqu'on commençait à démarrer et atteindre un élan, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir la fin des ententes contractuelles. C'est vraiment un problème de base auquel nous avons dû faire face. Ça prend du temps pour créer cet élan et nous avons constaté qu'un autre aspect clé, surtout avec notre public cible, PME, ça prend un moment pour convertir les PME. Et la conversion pour nous, ça signifie de faire en sorte que un employeur PME poste une opportunité d'apprentissage pour un étudiant. Notre équipe, donc, a contacté plus de 1500 PME dans la région de Calgary et sur ces 1500 sur la période de 2 ans, où on avait un certain élan déjà connu avec le projet, nous avons environ 36% seulement affichés. Alors, ça relie vraiment les commentaires de Trish. C'est-à-dire, ça prend du temps pour convaincre les PME d'en arriver à un point où on commence à pouvoir démarrer et pour afficher les opportunités d'apprentissage pour les étudiants. Je dirais que ça serait vraiment un défi clé que nous avons connu. Oui, c'est très utile pour nous, Tim, et pour les personnes qui nous écoutent, qui essaient de rendre le tout cohérent. L'idée de cette initiative, que vous étiez un employeur, vous pourriez aller à ce guichet unique et dire, j'ai besoin d'un étudiant. Je ne sais pas si on a besoin pour l'Université de Calgary ou pour quel service. Je n'y comprends rien. Mais finalement, je peux aller à ce guichet unique, je peux afficher cette opportunité. Vous avez dit que ça, en soi, ça prend du temps à comprendre. Et donc, pour tout organiser, pour nous assurer qu'on répond non seulement aux besoins des étudiants, les apprenants, mais également les besoins de la communauté des entreprises pour garantir cet engagement. JP, à vous, donc parfait. Alors, qu'est-ce qui a été difficile? Je dirais que le défi le plus important, c'est la nature rapide du changement dans l'économie. Pensez-y, il y a 6 mois, on vivait dans un monde complètement différent. Et c'est vrai pour le secteur de la fabrication, mais également pour l'économie canadienne dans son ensemble. Alors pour moi, justement, je l'ai déjà répété plusieurs fois, lorsque je dis qu'il est très important d'avoir des informations solides, ponctuelles, à jour sur le marché du travail. C'est ce qui est le départ. Ce qui est difficile, c'est de créer cette connectivité entre la demande, l'offre et la demande. Et ça veut dire qu'il faut avoir une très bonne idée de qui embauche, qui est en train de licencier des gens. Aujourd'hui, nous avons vu ça
Il y a des hauts, des bas au Canada. Le Canada, donc Honda Canada déplace certaines productions aux États-Unis chez les fabricants automobiles. Donc, avoir une très bonne compréhension est importante. Et vraiment, c'est à l'échelle régionale et à l'échelle des secteurs. Il faut être là pour avoir une bonne idée de qui est en train de mettre à pied des travailleurs dans le secteur. Et c'est vrai également pour d'autres secteurs. Et qui est en train d'embaucher. Pour moi, c'est ça le point de départ. Et avec ça, vous savez qu'il y aura des changements très importants qui viendront dans le secteur de la fabrication. On a des conversations avec nos entrepreneurs et leurs PDG pour leur permettre de pivoter et passer à autre chose. Mais qu'est-ce qu'on va acheter maintenant des États-Unis? Nos importations, les milliards de dollars. Alors, ça nécessite des aptitudes et du développement des compétences et des solutions et des fournisseurs qui vont être alignés à 100% sur les besoins changeants. C'est une donne complètement différente, surtout avec la nouvelle technologie. Justement, nous en avons parlé, nous avons dit qu'il faut aborder les besoins actuels, mais il faut être dans le présent, il faut toujours avoir en tête les dettes, les données, les MT à l'échelle nationale, régionale, locale. Parce que qu'est-ce qui est vrai en Victoria, Colombie-Britannique? J'ai vu quelques personnes qui viennent de là. Et qu'est-ce qui se passe à Moncton, par exemple, Nouveau-Brunswick? Ce sont des choses totalement différentes, même si on est dans le même secteur. Et c'est tout à fait capital. Et c'est un défi. Alors, toute possibilité de collaborer pour travailler mieux avec les éducateurs, le gouvernement serait un plus. Pour moi, ça a été étonnant. Je viens vraiment des antécédents internationaux que nous avons encore du mal à répondre aux questions de base au Canada. On a toutes sortes de paniers d'informations, des silos, mais je sais qu'on fait beaucoup d'efforts, justement, comme vous l'avez dit, JP, pour mettre la main sur des informations, d'informations sur le marché du travail. Mais nous n'y sommes pas encore là, bien que nous ayons réalisé beaucoup de progrès pour bien sonder la situation. Jamie, vous avez dit que vous avez fait du travail extraordinaire à l'Université du Nord pour permettre aux femmes d'avoir accès aux emplois dans les TI. Vous les avez beaucoup encadrés. Vous avez également travaillé dans une région rurale éloignée du Nord qui offre ses propres opportunités, qui connaît cependant également ses propres défis. Donc, à part du financement, parce que je sais, j'ai enlevé ça de la liste des discussions, à part le financement, qu'est-ce qui a été le défi que vous avez dû relever pour vous assurer que ce programme et les autres puissent permettre à une bonne transition vers des emplois et puissent répondre aux besoins des gens? Oui, nous sommes situés dans le nord du Manitoba. Notre démographique, c'est que nous travaillons étroitement avec quelques communautés autochtones. Et il s'agit vraiment des régions extrêmement éloignées. Donc, un des plus grands défis pour nous, c'est l'accessibilité. C'est tout simplement l'accessibilité à la formation, à l'éducation, qui n'existe pas dans les communautés autochtones. Et lorsque les personnes doivent quitter leur communauté, il faut s'assurer qu'elles bénéficient d'un soutien et qu'elles ont accès à tout ce dont elles ont besoin pour terminer un programme et possiblement pour ramener ces compétences à leur communauté. Donc, pour nous, le premier obstacle, ce serait l'accessibilité. Mais également, il y a une autre chose que nous voyons très souvent. Et justement, ce projet de technologie est vraiment un programme majeur. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Lorsque vous êtes dans une communauté très éloignée dans le nord du Manitoba et vous avez à peine accès à Internet, et jusqu'à ce que Starlink existe, beaucoup de ces communautés n'avaient même pas un service de téléphone cellulaire avec lequel nous travaillons. Alors, comment même envisager une carrière dans la technologie? C'est complètement en dehors de votre écran radar. Il faut penser en termes larges, vastes. Il faut pérenniser. Et c'est là où entre en jeu l'innovation. Justement, nous avons parlé des compétences futures. Donc, c'est une belle façon de parler de tels projets comme le nôtre. C'est s'y permet de favoriser l'innovation et comment dire que oui, c'est possible, nous vous donnons l'opportunité. C'est ce que nous disons et nous allons vous soutenir tout au long du parcours pour y arriver.
Parce que ce que nous voyons souvent, et pas seulement dans certains des programmes que nous offrons, c'est que souvent les gens vont faire donc une auto-élimination. Les gens vont voir des affichages sur les réseaux sociaux, sur un programme de formation, où nous avons du mal à trouver suffisamment de gens pour certains programmes parce que les personnes n'ont pas la confiance et les mines elles-mêmes ne pensent pas qu'elles pourront le faire. C'est une question d'accessibilité. Elles sont obligées de quitter la maison. La technologie n'est pas au rendez-vous. La plupart des gens dans le Manitoba du Nord travaillent sur le téléphone. Alors même quelque chose aussi simple qu'un laboratoire ordinateur n'existe pas. Alors nous avons dû faire appel à l'innovation dans notre approche et comment nous envisageons la formation dans le Manitoba du Nord. Et il y a toutes sortes de facettes différentes, mais je crois que l'exposition est importante. Il faut exposer les jeunes à ce qui existe pour eux. Nous avons plus de 3000 emplois disponibles dans les TI au Manitoba. On n'arrive pas à pouvoir ces postes et nous avons une énorme main-d'œuvre dans la région qui pourrait justement combler ces écarts. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc il nous incombe comme éducateurs à créer des projets, à donc présenter ces possibilités aux gens pour que nous puissions donc insérer ces personnes, leur permettre de pouvoir ces postes qui jamais existeraient autrement à leur écran radar. Jamie, une autre question, c'est vraiment fascinant et ça nous aide vraiment, c'est factuel. Il faut reconnaître la diversité d'expériences à travers ce pays et c'est pas juste entre l'Est et l'Ouest. Il faut penser aux régions rurales et les régions urbaines, etc., et les régions isolées. Alors, pouvez-vous penser à un engagement précis avec l'industrie pour faciliter ce que vous faites, c'est-à-dire relier les personnes et les emplois après? Et qu'est-ce que vous trouvez efficace pour obtenir l'adhésion de l'industrie? J'ai une question semblable pour nos deux autres panélistes, mais là, j'aimerais vous donner encore une fois la parole, Jamie. Nous travaillons étroitement avec l'industrie. Le Canada, vraiment, pousse sur les minéraux critiques et le Manitoba détient la plupart de ces minéraux, euh, de ces minéraux critiques. Et justement, lorsqu'on parle d'opportunités dans le Nord et travailler surtout avec l'industrie, il est important que l'industrie soit une partie prenante autour de la table pour tout ce que nous faisons au niveau de la formation. Notre formation doit être pertinente et il faut qu'il y ait un résultat. Et lorsque je parle de l'industrie, nous avons construit beaucoup de programmes, tout comme euh, JP et Tang, qui sont axés sur les besoins de l'industrie. Et grâce à leur adhésion, on le fait pour eux. On veut que les gens viennent ici et aient les emplois qui sont disponibles pour lesquels il leur faut des compétences. Donc, tous les départements, je sais que dans ma région, tout ce que nous faisons au niveau de la formation, donc, implique l'industrie parce que il faut que ceci ait un impact, nous devons brécher ces lacunes et il faut réaliser ces objectifs. Et ce sont des emplois. Il faut pouvoir ces postes. Et on ne dit pas tout simplement, écoutez, on va donc organiser un programme et on va collecter, on va recueillir les cotisations. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons l'éducation stratégique et également le moment est crucial et tout dépend. Comme on dit, tout dépend des secteurs multiples. Les entreprises technologiques en sont une. Nous travaillons étroitement avec les compagnies minières, de forage, d'exploration. Nous travaillons également avec les soins de santé. Nos infirmières vont dans les hôpitaux, donc les aides également vont dans l'hôpital. C'est multisectoriel et nous travaillons étroitement avec l'industrie. Ça fait partie intégrante de notre travail. Ça nous aide beaucoup, Jamie. JP, il y a des questions vraiment intéressantes posées dans le chat qui sont posées aux membres du panel. Peut-être je vais essayer d'en fusionner quelques-unes. Surtout, une question. Évidemment, vous représentez 8000 petites et moyennes entreprises partout au Canada dans le secteur de la fabrication. Je crois que vous avez mentionné le chiffre, mais également pour ce qui est des micro-certifications. Tout d'abord, que pensez-vous? Comment est-ce qu'on devrait faire adhérer les industries? Disons, vous représentez prestations de services postsecondaires. Comment faire pour les impliquer dans la réflexion? Également, il y a une autre question. Vous avez une micro-certification, mais qu'est-ce qui arrive après?
Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit la valider par l'industrie? Et je résume un petit peu la question. Je crois que la personne l'a mieux exprimé. Pouvez-vous nous donner un exemple tangible d'une micro-certification qui a été mise en place, qui cadre avec ces critères? Donc, avec les bonnes compétences alignées sur l'industrie. Exactement le projet que nous avons lancé en partenariat avec vous. Pourriez-vous peut-être nous donner un exemple plus tangible? Je commencerai avec le deuxième point, c'est-à-dire validation de l'industrie. Ça, c'est un vrai défi. Dans notre monde, 98% de notre public, c'est les PME. EMC, donc, fait la certification de l'industrie depuis des années, depuis 10 ans maintenant, surtout sur la formation de supervision, les travailleurs de la production, etc. Mais pour répondre à votre question, et vous avez une petite fenêtre pour valider de la part de l'employeur. Vous savez comment sont occupés les PME. Donc, simplement, poser une question à la fin, c'est ça. Et en termes très tangibles, je dis, écoutez, est-ce que cette micro-certification peut favoriser ma performance, la performance de l'entreprise? C'est la question qu'on se pose au travail. C'est une question directe qu'on se pose comme PME. Et nous faisons beaucoup de résolution de problèmes ou réflexion en système. C'est un des programmes phares chez EMC. Nous aimons donc les enseignants montrent des techniques de résolution de problèmes à tous les taliers, chez les PDG, avec les travailleurs, etc., pour que nous ayons la même approche pour résoudre des problèmes. Et c'est vraiment important. C'est un exemple. Nous aimons toujours retourner vers l'employeur directement et l'apprenant également, parce qu'il y aura d'autres questions. Ça va dans les deux sens. Est-ce que ça fonctionne pour l'employeur? Est-ce que ça fonctionne également pour les travailleurs et travailleuses? Mais on ne peut pas leur lancer un sondage, donc il dure une demi-heure à remplir. Ils vont tout simplement déconnecter. Il faut que ça soit très ciblé, focalisé, et également ça rejoint l'évaluation. Donc, une bonne micro-certification doit continuer, va également inclure quelques vérifications en soi. Rapidement, comment travailler en consortium? Je crois que votre question demandait comment mobiliser l'industrie sur les intérêts communs. Et tout est question de consultation. Si vous ne consultez pas, et Jamie, justement, le disait, c'est un exemple, c'est-à-dire que elle invitait toujours les représentants industriels à la table. C'est ça le travail acharné. Trouver du contenu de formation, de la structure, etc. Et on va sur ChatGPT, on va trouver toutes sortes d'exemples excellents. Mais c'est la consultation qui permet de contextualiser la formation et qui permet de mettre la main sur le véritable exemple et la personnalisation dont on a besoin pour que l'employeur dise, ah oui, ah ah, c'est un moment de révélation. Oui, ça c'est pertinent pour moi. Et je vois que je puisse le faire par remplacer leur propre stratégie et leur formation qu'ils doivent fournir dans leur atelier. Mais l'idée de trouver un petit peu le dénominateur commun sectoriel. Alors, c'est quoi le 80% qui pourrait être applicable à un groupe sectoriel? Alors, voilà en partie ce que nous faisons chez EMC. Je ne pourrais être plus d'accord. J'aime dire que chaque projet, et lorsque les gens soumettent une soumission pour le financement, donc tout le monde dit qu'il faut consulter les employeurs. Mais à quoi est-ce que ça ressemble? Et vous deux, vous avez donné d'excellents exemples de ce que cela signifie réellement. C'est pas terminé une fois, on a une petite table ronde, ensuite on va faire la conception du programme et salut, bonjour. Non, c'est un partenariat profond. Et il faut souvent penser dans le contexte de prestation de programme. Non seulement faut-il penser aux élèves, mais comme à l'industrie. C'est-à-dire, on a une approche double client, c'est-à-dire comment desservir les deux groupes et permettre de faciliter ça de façon très intentionnée. Et je crois que nous sommes en plein milieu de vivre un virage. On doit faire nos devoirs. Et vous avez tout à fait raison avec l'apprenant, mais également avec les employeurs et les formateurs. C'est un triangle.
Et justement, je crois que les micro-certifications représentent un moment passionné parce qu'on peut en faire la conception, on peut les livrer. Il y a des moments où il y a d'excellents programmes. Je sais que dans chaque établissement, on a, mais comment en faire de ces formidables programmes le standard, la norme? C'est normalement l'expérience qu'on peut avoir, un excellent engagement de la part des employeurs, réussite des élèves, également de bons chiffres de placement des étudiants après coup. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on met à échelle, il y a pérennisation. Mais lorsqu'il s'agit de l'apprentissage intégré, il y a d'autres défis qui portent sur la possibilité de répondre aux besoins en double. Teng, je voulais vous poser une question selon votre expérience. Vous avez parlé de 16% des employeurs que vous avez contactés. Mais qu'en est-il de ces 16%? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bien fonctionné au niveau de l'engagement des employeurs? Et ensuite, si vous voulez bien nous parler un petit peu d'une question qu'elle va poser ici. Sur qu'est-ce qui t'est impliqué dans ces expériences? Ce n'était pas juste des stages, à ma connaissance, je sais que je regarde un peu les détails, mais on a déployé beaucoup d'efforts pour développer même une taxonomie, une terminologie commune sur les établissements. C'est-à-dire ce que quelqu'un appelait une coopérative, c'était autre chose. Et le mot stage voulait dire autre chose, dépendant de l'employeur. Lorsque vous êtes employeur qui cherche des étudiants, ça vous est pas mal égal, ce ne sont que des mots. Pourriez-vous décrire certaines des façons que vous avez constatées, par lesquelles vous avez pu voir ces expériences que vous avez favorisées de bénéficier non seulement les étudiants, mais les employeurs également? Est-ce que vous avez quelques exemples concrets? Oui, et je pourrais jeter les bases en répondant à la question de Bruce, c'est-à-dire quel type d'apprentissage est-ce qu'on avait. Pour notre projet, nous avons fait donc l'IMT, les coopératives, les stages, les placements, les opportunités. On a essayé donc de faire en sorte que les PME affichent des euh, demandes d'emploi, mais également il y a du travail innovateur. C'est ce dont vous avez parlé, Bruce, tels que les concours, et comme les bootcamps, des hackathons, et comme des projets par industrie. On a fait les deux et notre équipe a généré 3200 opportunités d'emploi pour les étudiants auxquelles ont participé les étudiants et du côté PME. Notre équipe a beaucoup mis l'accent sur la sensibilisation sur l'IMT, les informations sur le marché du travail. Lorsqu'on a lancé le projet de Marseille, on a accueilli Stormhouse, c'est une agence de recherche de marché, et ils ont fait un sondage pour nous et ils ont organisé des groupes d'études. Et grâce à ce sondage, nous avons découvert que plus de 40% des PME estimaient qu'elles dépassaient leur capacité en termes de travail, elles travaillaient trop. Donc, c'était des entreprises qu'elles avaient du mal à arriver et on cherchait un de ces liens, c'est-à-dire pour créer ce pont où, avec un étudiant, peut-être un apprenant étudiant pourrait les aider. Mais je sais qu'il y a toujours un autre côté de la médaille. On n'a pas eu suffisamment de temps pour former l'étudiant, c'est un autre élément. Mais c'est un aspect sur lequel notre équipe voulait sensibiliser les gens, c'est-à-dire cet apprentissage est une possibilité pour les PME. Évidemment, Storm Olsen a exploré ce côté-là. On a vu donc dans la région de Calgary, environ la moitié seulement des personnes sondées qui ont répondu ont indiqué qu'elles connaissaient plus ou moins avec l'apprentissage, justement sur, euh, est expérimenté en apprentissage intégré au travail. Donc, on voulait donc leur en dire plus sur l'AIT et leur expliquer comment cela pourrait être un avantage pour eux. Notre équipe a également fait beaucoup de recommandations pour le financement des partenaires, c'est-à-dire des organismes de financement auxquels pouvaient faire appel nos employeurs pour voir s'ils avaient droit d'obtenir une subvention, parfois dont ils avaient besoin, parfois pour accueillir ce talent. Et ça a eu un bon taux d'adhésion. Justement, nous avons une liste de ces organismes de financement qui restera justement sur les ondes jusqu'en septembre 2025. Il y a là des PME, les établissements postsecondaires ont toujours accès à ces ressources. Et notre équipe a également soutenu l'identification de nouvelles opportunités. Quelques nouvelles organisations ne savaient pas comment rédiger une description de tâches pour un étudiant. C'est un appui que nous avons pu fournir. Nous avons donc commencé à voir
cette approche pour les PME. Et en partie du justificatif de cette reconversion, ça prend du temps avant que quelqu'un postule et avant que quelqu'un réalise justement les gangs qui veulent embaucher un étudiant, mais il y a un coup de succès. Dernier commentaire, s'il vous plaît. On commence à manquer de temps. Avec Sizeware International, c'est-à-dire une solution de logiciel de géosciences, on a créé un portail ensemble et ils ont accueilli des étudiants, un étudiant d'administration du bureau. Et la personne a pu obtenir un doctorat précoce au mois de mars. C'est extraordinaire. Teng, je sais que vous y avez déployé beaucoup d'efforts à Calgary pour fournir tout ce soutien. Je vous félicite là-dessus, à vous et à votre équipe, pour tout ce que vous avez réalisé. Alors, JP, Jamie, j'aimerais vous demander si vous avez quelques mots de conclusion. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant? Jamie, vous aimeriez commencer? Je dirais que nous devons faire plus. On ne veut pas avoir des gabarits. Je le dis parce que le status quo, le gabarit sont là. Il faut faire appel à l'innovation. Il faut s'adapter au changement. C'est ça notre monde dans lequel nous vivons et je ne pense pas que ça va changer du jour au lendemain. Nous devons être en mesure de répondre aux besoins, mais il faut être inclusif. Et lorsque je le mentionne, il est important de savoir que chacun, chacune a une possibilité, peu importe la situation, et ceci nous forcera à réfléchir à la façon dont on conçoit ces projets, là où existent ces possibilités. Et je crois qu'on peut faire des choses extraordinaires partout au Canada et pour permettre à nos gens de décrocher des emplois qui normalement ne leur seraient pas disponibles. Ça serait un gain immense pour nous. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de parler. JP, le dernier mot, juste pour revenir sur le commentaire de Jamie. Vous savez, il y a un appel à la collaboration plus que jamais. J'ai parlé également des informations sur le marché du travail. Chez nous, ça change de façon hebdomadaire. Nous sommes en train de faire le suivi. Et il faut avoir les données. Quel est l'état des choses? C'est tellement important. Et enfin, et je crois qu'il y a beaucoup d'éducateurs et beaucoup de responsables du gouvernement présents aujourd'hui, il faut rehausser la connectivité à l'échelle locale entre l'employeur, les employeurs, l'industrie, les associations, le secondaire qui ont un rôle très important à jouer, les collèges, les universités, tout partie qui travaille avec les fournisseurs et la prochaine génération. Ça, c'est un appel à une meilleure connectivité entre les différents groupes. C'est la voie d'avenir, nous le savons. Tout est question d'exécution qui doit se faire. J'ai adoré ça, comment vous avez dit ce que nous devons faire au Centre des compétences sur. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a été formidable. Et je vois que certaines personnes se déconnectent. On va prendre une toute dernière minute et je passe la parole à Laura pour conclure la séance. J'aimerais juste remercier tous nos participants et à nos conférenciers. Trisha, également excellente modération de la discussion. Je vous invite à nous suivre. Nous sommes sur LinkedIn, nous sommes maintenant sur Blue Sky. Vous pouvez suivre le Centre des compétences futures pour toutes mises à jour. Et en quittant, avant de quitter, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à évaluer les sondages. Nous sommes des évaluateurs. Nous voulons savoir ce qui fonctionne ou non. Prenez une minute pour le faire. Merci. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci.